addiction au sucre depuis l'enfance et ce que ça a à voir avec l'amour. On a vu dans les vidéos précédentes comment le stress force votre corps à vous réclamer du sucre, via le cortisol, la dopamine, la sérotonine, les endorphines et le GABA. Je vous invite à aller voir ces vidéos si ce n'est pas encore fait car elles sont complémentaires avec celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de vous, de votre histoire et de ce qui s'est appris, de ce qui s'est passé bien avant le stress professionnel, les deadlines et les journées épuisantes que on connaît tous parfois aujourd'hui. En effet, pour pas mal de personnes, ce lien un petit peu problématique avec le sucre et les grignotages, il remonte pas à hier. Il remonte souvent à certains moments de notre enfance et c'est un petit peu ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Je vais me présenter en 2 mots. Je m'appelle Balthazar, je suis hypnothérapeute, mais avant tout, je suis un ancien addict au sucre. Je connais très bien ce sentiment de culpabilité, de perte de contrôle, voire de honte qu'on peut avoir quand on craque sur du sucre alors qu'on s'était dit qu'on n'allait pas le faire, qu'on grignote alors qu'on n'en a pas vraiment envie et qu'on n'arrive pas à se débarrasser de cette addiction au sucre. Je connais très bien ça parce que je l'ai moi-même vécu personnellement. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous accompagner pour vous libérer du sucre et des grignotages durablement, comme je l'ai fait avec des dizaines et des dizaines de personnes en accompagnement individuel. Si vous voulez qu'on regarde ensemble votre situation spécifique, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre appel gratuit avec moi. Ça va durer 45 minutes, c'est sans engagement et ça va nous permettre à tous les deux de poser des mots, faire un bilan sur votre situation aujourd'hui et de voir tout simplement si je peux vous aider ou si je peux pas vous aider. Le lien, il est juste en dessous. Alors première partie, le sucre, votre premier ami. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une petite question. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui se passait quand vous étiez triste ? Qu'est-ce qui se passait quand vous vous sentiez seul ? Qu'est-ce qui se passait quand vous rentriez de l'école primaire ou du collège, même voire après, et que vous vous sentiez pas forcément super bien ? Pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, peut-être que vous aussi, la réponse, ça ressemblait à peu près à ça. Allez, j'ai fait une bonne journée, je mérite de passer à la boulangerie et me prendre un petit croissant. Ou des parents qui vous disaient, t'as été sage, tu mérites un bonbon, ou alors tu mérites un gâteau. Ou même pour fêter quelque chose de positif, on faisait un gâteau, on mangeait des sucreries, et ça nous a paru absolument normal. Alors attention, je n'ai absolument rien contre le fait de fêter les choses, au contraire, c'est positif et c'est même très bon de le faire. Donc ce n'est absolument pas un reproche ni envers vous ni envers un environnement quelconque. Je serais très mal placé pour faire des reproches de toute manière. Je vais simplement pointer du doigt que tout ça, ça nous est paru normal dans notre société. Inconsciemment, le sucre est devenu égal à amour, le sucre est devenu égal à sécurité ou encore le sucre est égal à réconfort. Il y a des associations qui se sont fait comme ça inconsciemment un peu depuis notre enfance. Et évidemment, la société qui nous entoure, qui nous a construit, joue un rôle prédominant là-dedans. Alors il est important de noter que ces associations, évidemment, elles n'ont pas été créées consciemment, elles sont enfouies dans notre mémoire implicite, dans notre mémoire inconsciente. Et c'est ce qui fait qu'elles opèrent en silence, en arrière-plan, et qu'on n'a pas vraiment de contrôle, qu'on n'en prend pas vraiment conscience. C'est pour ça que je vois pas mal de clients qui ne comprennent pas forcément dans un premier temps pourquoi est-ce qu'ils craquent sur du sucre à un moment X ou Y. Et ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles manqueraient d'intelligence ou de volonté, c'est parce que ce système est préverbal. Avant qu'on ait pu poser des mots dessus, il est déjà en action. Vous l'avez sans doute compris, le sucre joue un rôle de régulateur émotionnel. Et il y a justement un concept en psychologie qui s'appelle la régulation émotionnelle. On dit qu'on a une bonne régulation émotionnelle quand on a la bonne capacité à gérer ses états internes sans aide extérieure. C'est-à-dire à ressentir de l'anxiété par exemple sans exploser, à traverser la tristesse sans s'effondrer, ou encore supporter une certaine forme de frustration sans pour autant péter un câble. Alors évidemment cette capacité de régulation émotionnelle, elle n'est pas innée, ce n'est pas un don que certains ont et certains n'ont pas, c'est quelque chose qu'on construit, c'est une capacité réelle. Et elle commence à se construire notamment dans l'enfance, progressivement grâce à des interactions soit avec nos parents, soit avec notre entourage. Si on pense à un exemple, ça peut être un bébé qui pleure et un adulte bienveillant qui vient pour le consoler. En fait, il ne fait pas que le consoler, il ne fait pas que calmer le bébé. En fait, il lui apprend répétition après répétition que son état émotionnel, il est supportable, il va passer, qu'il y a des manières de faire pour que on puisse faire passer ces états émotionnels, qu'il y a des ressources pour les traverser avec plus de sérénité, et que finalement, même si ça peut sembler un bien grand mot, il y a une sorte de lumière au bout du tunnel. Et ce qui se passe, c'est que progressivement, le bébé, puis l'enfant, apprend qu'il est possible de réguler ses émotions lui-même, de l'intérieur. Il internalise cette capacité. Mais comme tout processus, il est rarement parfait. Des parents absents, débordés, imprévisibles, ou qui eux-mêmes ne savent pas forcément très bien gérer leurs émotions, ou encore même des parents surprotecteurs, peuvent laisser des lacunes dans ce développement justement. Et quand il y a des lacunes, l'enfant, il va chercher ailleurs, il va chercher des régulateurs externes. Ça va être des objets, des comportements, des rituels.
Alors là, on peut penser par exemple au nounours, au doudou en fait, qui est un très bon régulateur finalement émotionnel. Mais parmi tous les régulateurs émotionnels, on peut aussi très bien penser au sucre, qui est pour le coup un régulateur très accessible, très bon marché, très simple et très rapide. C'est un des régulateurs les plus efficaces à vrai dire à court terme. Et à force de répétition et de répétition, eh bien l'enfant devient adolescent, l'adolescent devient adulte et potentiellement que ces automatismes ils sont encore là. Cette stratégie elle devient automatique, elle devient presque invisible. Et à chaque fois qu'il y a un inconfort émotionnel qui arrive, eh bien il y a une réponse qui est toute faite qui est va consommer du sucre. À ce moment-là, vous pourriez me dire, bah tiens, ça c'est une sorte d'immaturité finalement, ou c'est un manque de caractère, c'est un manque de volonté. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt une stratégie de survie qui a été mise en place à un moment donné de notre existence et qui a subsisté. Et cette stratégie de survie émotionnelle, eh bien, elle a très bien marché jusqu'à maintenant. Et au fur et à mesure des années, eh bien, elle s'est renforcée, elle a continué de s'améliorer potentiellement. Elle est ancrée aujourd'hui et elle s'active même si parfois elle nous coûte plus que ce qu'elle nous apporte. Et ça j'ai pu le constater déjà personnellement moi-même à l'époque, mais je le constate encore aujourd'hui régulièrement avec les clients que j'ai en accompagnement qui souffrent réellement de cette addiction au sucre ou de ces grignotages. Ces habitudes, ces réflexes, ces automatismes, ils leur coûtent réellement aujourd'hui. Et pourtant s'ils sont encore là, c'est qu'ils répondent quelque part à un besoin. Et ceci nous fait une petite transition avec la prochaine partie qui s'appelle ce que vous cherchez vraiment quand vous craquez. Et ce que j'observe tous les jours en fait en consultation avec les personnes, c'est qu'en fait derrière chaque craquage quasiment il y a un besoin émotionnel non satisfait. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là ce n'est pas un manque de volonté, c'est un besoin réel émotionnel qui mérite d'être satisfait, mais pas forcément par le sucre, on va y venir. Un des premiers besoins qu'on voit souvent, c'est le besoin de repos. Vous êtes épuisé, mais vous continuez à avancer, à travailler malgré tout. Vous êtes fatigué, mais vous écoutez pas vraiment. Et à ce moment-là, le sucre vous donne de l'énergie, alors qu'en fait, tout votre corps et même votre cerveau réclament juste du sommeil. À ce moment-là, le sucre, comme pour les autres besoins d'ailleurs, on va le voir, joue le rôle d'un pansement et vous redonne un petit peu d'énergie, mais ce n'est pas vraiment une solution très adaptée. Deuxième besoin, le besoin de connexion. Et en effet, ce que j'ai pu remarquer avec les clients, c'est que la solitude est un des déclencheurs les plus puissants et un des plus sous-estimés malheureusement. Et là, on va pas forcément parler de solitude physique, la plupart du temps, c'est de la solitude émotionnelle, de la solitude vécue. C'est-à-dire que même si la personne, elle va être entourée de plein d'autres personnes, eh bien, elle se sent quand même seule. Ça peut être ce sentiment de ne pas avoir l'impression d'être vue, de ne pas avoir l'impression d'être écouté, de ne pas avoir l'impression d'être respecté, de ne pas se sentir compris par ses pairs. Et à ce moment-là, le sucre, il joue un rôle de pansement, encore une fois, pour essayer de combler ce vide. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment on voit les choses, le sucre ne comble pas très bien ce besoin de connexion. Le sucre ne remplace pas de vraie connexion, mais en tout cas, il le comble l'espace d'un instant. Ensuite, troisième besoin, le besoin de reconnaissance. Là, c'est dans le cas où vous avez tout géré, vous avez tout porté, vous avez travaillé, vous avez organisé quelque chose, vous avez fait quelque chose, vous avez rendu un service, pourquoi pas. Et personne ne vous remercie, personne n'a vu ce que vous avez fait, et personne ne vous félicite. À ce moment-là, ça se fait un petit peu inconsciemment, et vous vous dites, je mérite quelque chose, j'ai envie de me récompenser moi-même. Comme pour les autres besoins, en fait, c'est vrai, vous méritez quelque chose. Il faut rentrer dans une logique, en fait, où on écoute réellement les besoins. Tous ces besoins sont absolument légitimes. Mais simplement, vous n'avez pas forcément besoin de sucre. Quatrième besoin, ça peut être le besoin de plaisir, par exemple, tout simplement. Si vous percevez votre vie comme étant un petit peu austère, un petit peu difficile, manquant de couleur, eh bien le sucre va venir justement rajouter de la couleur. Il suffit de voir le packaging, la présentation des paquets de bonbons et de gâteaux, ça va pas être des couleurs ternes, ça va être des couleurs éclatantes, du rouge, du jaune, de l'orange. Tout ça évidemment pensé, ce n'est pas laissé au hasard. En tout cas, le sucre, comme on l'a dit déjà, est très accessible, très bon marché, et est un plaisir qui semble un petit peu anodin, qui semble un petit peu innocent presque. Et c'est vrai que dans une journée un petit peu terne, eh bien, il peut rajouter un peu de couleur. Cinquième besoin qui revient assez souvent, c'est le besoin de contrôle. Alors celui-ci, il est plutôt original. C'est quand, paradoxalement, manger devient un petit peu le seul domaine où vous avez vraiment du contrôle. Le seul domaine où vous choisissez vraiment. Ça peut être dans des contextes où tout est dicté par les autres, où vous devez obéir à vos supérieurs en permanence, que votre emploi du temps est dicté par d'autres et que vous n'avez pas l'impression de contrôler votre quotidien. Eh bien, le fait de manger, de grignoter, vous recentre sur votre corps et vous avez l'impression de contrôler vraiment cet aspect-là. Et c'est vrai, une certaine forme de contrôle là-dedans. Et enfin, le sixième besoin, alors celui-ci, je l'aime bien parce que je l'ai connu vraiment personnellement. C'est peut-être celui qui me parle le plus, c'est le besoin de marquer une transition. Alors là, en fait, le sucre, ça devient un signal de fin, F-I-N, qui vous dit, tiens, la journée s'est terminée, maintenant, je rentre dans une phase où je prends soin de moi. Le sucre se place juste entre les deux et devient une sorte de rituel de décompression. C'est un petit peu la frontière entre le mode travail et le mode repos. Donc là, on a vu les 6 besoins peut-être les plus courants, ceux qu'on retrouve le plus. Et ces 6 besoins, ils ont quelque chose en commun, évidemment. Ils ont en commun que le sucre y répond, mais il répond de manière
approximative et n'arrive pas à vraiment satisfaire ses besoins pour de vrai. Le sucre répond ou croit répondre réellement à ses besoins alors qu'en fait il ne brosse que la surface. Et c'est pour ça que la quantité d'ailleurs ne suffit jamais. Par exemple, vous vous sentez seul, vous avez un paquet de gâteaux, vous n'allez pas à vous satisfaire simplement d'un gâteau. Vous allez en manger un deuxième, un troisième, un quatrième. Et quand vous voyez que vous vous sentez toujours seul, et vous allez finir le paquet de gâteaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. En tout cas, moi, j'ai déjà vécu ça. Mais évidemment, on ne comble pas un besoin de solitude avec du chocolat. On ne satisfait pas un besoin de reconnaissance avec des bonbons. À la limite, on atténue, on anesthésie. Et encore, ça se fait temporairement. Très vite, on remarque que 10 minutes après, 1 heure après, le besoin, il se fait ressentir. Et ça recommence encore et encore. Alors peut-être que maintenant, vous allez me dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà concrètement, c'est énorme d'avoir compris tout ça. Parce qu'il faut bien se dire que la plupart des gens, en fait, ils se battent contre eux-mêmes, ils veulent lutter avec leur volonté contre cette addiction au sucre, contre ces grignotages, et ne réalisent pas qu'en fait, derrière, il y a des besoins émotionnels qui sont insatisfaits. Ils essayent de balayer la surface du problème sans essayer d'aller chercher derrière. Donc déjà, comprendre ça, c'est une belle première étape. Malheureusement, comprendre, ça ne suffit pas à vraiment changer en profondeur. Savoir pourquoi on craque n'empêche pas de craquer. Ce qui va réellement changer les choses, c'est d'aller travailler sur ces associations de manière profonde. Ces associations, elles ont été encodées avant même qu'on ait des mots pour les formuler. C'est un seuil qui est encore une fois sous-cortical, pour utiliser un petit peu un mot pompeux. C'est-à-dire que c'est vraiment sous la raison, sous la volonté consciente. Et c'est justement là que, en regard de ce problème, l'hypnose est un outil parfait. Et attention, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de supprimer ces besoins. Ces besoins émotionnels, en fait, ils sont légitimes, ils méritent d'être écoutés. Et de la même manière, on va pas vous demander de résister, de vous battre contre vous-même. Non seulement on a vu que ça marchait pas, mais en plus de ça, c'est contre-productif. L'idée, ça va être d'accéder à ces couches profondes où ces associations, ces automatismes, ils ont été construits. Et une fois qu'on y a accès, on va pouvoir retravailler, réorienter ces associations. Par exemple, l'association sucre comme sécurité émotionnelle, ou l'association sucre comme amour, ou encore sucre comme seule source de plaisir disponible. Il y a des liens entre un besoin et le sucre, on peut casser ces liens et réorienter le besoin vers autre chose qui vous convient plus aujourd'hui et qui est plus aligné avec ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et ça, c'est justement exactement ce que je fais avec mes clients et clientes en accompagnement. Et d'ailleurs, le fait de comprendre réellement, et pas seulement à la surface, mais de comprendre profondément, émotionnellement, qu'en fait, tout ce temps, on n'avait pas vraiment besoin de grignotage, on n'avait pas vraiment besoin de sucre, ce qu'on avait vraiment besoin, c'est de se sentir aimé ou de se sentir moins seul, et je vous assure que ça, c'est des moments vraiment magnifiques à vivre en séance. Si vous sentez que cette addiction au sucre, elle est liée à des besoins émotionnels, je vais vous proposer qu'on en parle au téléphone, vous et moi. Cet appel, il va durer 45 minutes, il est gratuit, sans engagement pour vous comme pour moi, et ça va être en fait l'occasion de comprendre vraiment ce qui se passe pour vous aujourd'hui, vous, ce que vous avez envie de faire, votre objectif, et à partir de ça, il y aura deux options, c'est soit moi je peux vous aider, et je vous le dirai, soit je peux pas vous aider, et je vous orienterai sur quelque chose d'autre. En tout cas, cet appel ensemble, c'est un petit peu la première étape. Donc je vous laisse le lien juste en dessous si vous voulez réserver votre créneau. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.